Aujourd'hui, à Interroger, nous accueillons Marisa Berry-Mendez qui travaille à Amnesty International Canada francophone. Bonjour. Bonjour. Eh bien, juste pour nous mettre dans le contexte, vous êtes l'auteur d'un livret, hein, on va appeler ça comme ça, un livret sur les mythes. Brisons les mythes sur les personnes immigrantes. Alors, c'est un peu pour ça que je vous ai invité, parce on en parle souvent des immigrants et des personnes migrantes dans le monde, et on a l'impression parfois qu'ils servent presque de bouc émissaire. Alors, je voudrais que vous me présentiez un peu pourquoi vous avez fait un ouvrage comme celui-là. Oui, merci de l'invitation. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons créé le livret et c'est une coproduction avec une autre organisation qui s'appelle l'Observatoire pour la justice migrante. En fait, l'idée pour le livret a été née lorsqu'on consultait avec notre comité des jeunes, parce qu'Amnesty est une organisation de mobilisation. On a des groupes militants, y compris des groupes de jeunes. En fait, on lançait une campagne sur un enjeu précis, l'enjeu des travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec, qui viennent au Canada dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est une campagne qui est toujours en cours et quand on consultait avec les jeunes, ils ont dit, si vous voulez amener cette campagne dans les écoles, d'abord, il faudrait avoir une discussion pour défaire les mythes et les idées reçues sur les immigrants en général. Parce qu'il y a tellement, ils nous ont dit que dans les dernières années, et moi je dirais les derniers 2 ans et demi, que le discours dans l'espace public, sur la place publique, je veux dire, sur l'immigration a vraiment changé, est devenu beaucoup plus négatif. Puis comme vous l'avez évoqué, on voit un positionnement des personnes migrantes vraiment comme bouc émissaire. Et donc, les jeunes ont dit, ces idées, ils percolent dans les écoles, on doit les défaire avant de pouvoir mener une campagne pour les droits de ces personnes-là. Et Et c'est donc, intéressant de c'est de là commencer, que c'est né. excusez-moi, mais c'est intéressant de Mhm. commencer auprès d'un public jeune qui est déjà moins ancré dans des vieilles valeurs, des vieilles habitudes. Est-ce que c'était volontaire, cette cible-là? C'était voulu? Oui, mais en fait, quand on a décidé de réaliser le projet, finalement, je pense que c'est plus apte, vu qu'on veut vraiment donner des arguments, des statistiques, c'est aussi apte pour un public plus âgé. Mais en fait, l'idée est née des jeunes, puis ça nous a frappé assez de savoir que le discours qu'on voit de la part de certains personnages politiques ou médiatiques, etc., était vraiment entré dans les écoles secondaires chez les jeunes. Mais ce qui est quand même intéressant, parce que en ouverture d'émission, je présente un peu notre section comme un point de vue à partir, quand on a vu Artemis 2, la navette spatiale en route vers la Lune, qui a pris des photos de la Terre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une belle photo couleur de notre Terre. Ça nous fait constater qu'il n'y a pas de frontières vues d'en haut. On ne voit pas les frontières et ça nous la rend encore plus belle. Quels sont les mythes en particulier? Vous avez mentionné le mythe à quelques reprises. Par exemple, est-ce qu'on en reçoit trop d'immigrants? On entend souvent ça dans le discours public. On en a beaucoup trop. Est-ce on est trop accueillant? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut l'être trop accueillant? C'est ça, je pense que j'ai un collègue qui a dit, ça fait quelques années déjà, mais qui a dit, on n'a pas de crise de migration, on a une crise d'accueil. Donc en fait, c'est le contraire. Je pense pas qu'on peut être trop accueillant. La question de s'il y a trop d'immigration, c'est vraiment intéressant de regarder comment ce discours est construit. Euh, je pense aussi que d'un point de vue de respect des droits humains, je vois l'immigration et la migration comme c'est une dynamique mondiale qui existe de toute façon, qui a des hauts et des bas, etc. Évidemment, en ce moment, on a beaucoup de personnes qui sont en quête de protection en vue des crises mondiales, etc. Mais c'est un système, l'immigration, c'est un système que nous, on peut façonner si on y octroie, si on voit la richesse que ça nous amène, si on veut vraiment mettre l'avant la dignité de chacun des personnes de notre société comme des personnes migrantes, on peut bâtir un système qui est respectueux des droits humains. La question n'est pas est-ce qu'il y a trop d'immigration, la question c'est comment est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on a un système qui est respectueux des droits de tout le monde?
Et est-ce qu'on se fait un système qui nous met dans une position gagnante et de succès? Mais c'est ça qui est intéressant parce que on parlait de la dignité, des droits humains, mais il y en a qui en font peu de cas. Quand on mentionne qu'on accueille toute la misère du monde, c'est pas nécessairement vrai et authentique, c'est pas vérifiable. Non, exactement. Puis en fait, je vous montre le livret Oui, le fameux de quoi on livret, il est parle. tellement joli. Exactement. Pour chacun des mythes, comme celui-là, en fait, ça c'est une citation de l'ancien ministre de l'Immigration qui vient de ne plus avoir le dossier de l'immigration très récemment. Il a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais si on regarde les chiffres, lui, il parlait des personnes en demande d'asile et les réfugiés. Le Canada, en vue de notre isolement géographique, on ne reçoit qu'une goutte, dans le seau de toutes les demandes d'asile et les personnes réfugiées du monde. La plupart des personnes réfugiées sont accueillies dans les pays voisins. C'est très peu de personnes qui peuvent arriver jusqu'ici. Et pourtant, on l'entend souvent, on accueille beaucoup, 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 mais géographiquement parlant, on est le deuxième pays le plus grand de la Terre, hein, et proportionnellement, on n'accueille certainement pas à la hauteur de nos capacités parce que c'est tellement grand le Canada. Mais peu importe, revenons à ce dont on parlait. La capacité d'accueil n'est certainement pas dépassée à l'heure actuelle. On est capable encore d'en prendre des Donc immigrants. ça, c'est une question intéressante et je veux juste, c'est quelque chose qu'on fait dans le livret, nous interroger en fait sur la notion de capacité d'accueil. Il y a, c'est un terme qui a été lancé vraiment partout, surtout par des élus au sein du gouvernement, puis aussi des chefs de partis politiques, qui n'a jamais été défini. Puis il y a beaucoup de chercheurs, de personnes sérieuses, académiques, qui ont dit ça n'a jamais été défini. C'est un terme qu'on utilise pour indiquer, pour un peu faire peur, dire que oh, on a une limite, puis on dépasse notre limite, donc il y a un problème, il y a une crise qui va se passer. C'est pas le cas. L'immigration, il faut le gérer et il faut octroyer aux personnes, il faut ajuster les autres politiques en fonction des politiques d'immigration. Mais étonnamment, Marisa, c'est que parfois on a l'impression qu'on mélange tout. On mélange autant l'immigrant que le réfugié, que le demandeur d'asile. Enfin, on met tout ça ensemble. C'est l'étranger. Et parfois, on a tort parce que c'est pas du tout le même statut, c'est pas du tout les mêmes règlements. Mhm. En effet, puis je pense que c'est sûr que c'est une conséquence aussi des politiques gouvernementales extrêmement complexes en lien avec les personnes migrantes, les programmes qui commencent puis qui sont fermés le lendemain sans préavis, les programmes de travail étranger temporaire. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine complexité. Je dirais que, en gros, ben, pour expliquer, pour démystifier, le système d'immigration fonctionne avec trois piliers centraux. Et on a l'immigration économique parce qu'on a toujours beaucoup lié l'immigration à notre économie, aux besoins du marché de travail. Donc, on a tout ce pilier-là qui représente la majorité de l'immigration chaque année. Après, on a la réunification familiale, donc les personnes qui sont acceptées en tant que résidents permanents, qui peuvent amener les membres de leur famille. Ça facilite l'intégration. Puis, évidemment, il y a un droit aussi à l'union familiale. Et en troisième lieu, on a l'immigration humanitaire. Donc, ça veut dire les personnes en demande d'asile qui sont reconnues comme des réfugiés ont besoin de protection du Canada ou bien des réfugiés réinstallés de l'étranger. On peut penser aux personnes qui sont parrainées par des collectivités ici au Québec. C'est un modèle qui a fonctionné très bien, qui coûte presque rien au gouvernement, mais qui a été mis en pause depuis, je pense, il y a 2 ans, chose qu'on décrit bien sûr dans le milieu des droits humains. Donc, c'est ça. Il y a trois piliers d'immigration. C'est bien de les comprendre, mais moi, je ferais juste la mise en garde. Si on regarde qui sont les personnes qui mettent de l'avant l'idée que notre capacité d'accueil est atteinte ou quoi que ce soit, c'est quoi l'intérêt pour eux de mettre de l'avant ce type de discours? Il faut être capable de voir au-delà de ce discours négatif.
surtout si on se rappelle que même il y a 3 ans, il y a 4 ans, pendant la pandémie, il y avait un tout autre discours. Pour une fois, on reconnaissait vraiment le rôle essentiel dans notre société, surtout en fait des personnes migrantes et demandeuses d'asile qui occupaient des postes, disons-le, des postes que beaucoup de personnes ici ne voulaient pas nécessairement occuper, des postes en entretien ménager qui étaient sur les premières lignes de la pandémie. Tout à coup, on les voyait, on les reconnaissait, puis on les remerciait, on les appelait les anges gardiens. Et après, il y a un changement de cas, un virement dans le discours, et maintenant, c'est leur faute. Tous nos problèmes, c'est la faute des immigrants. Donc, je pense que c'est une question aussi d'esprit critique, puis être capable de regarder au-delà des discours sur la place publique. Puis il faut avoir un certain recul, une certaine mémoire, parce que les peuples qui ont 2000 ans, 3000 ans, ont toujours l'excuse de dire « ça fait tellement longtemps », mais nous, ça fait 400 ans qu'on existe au Canada, bientôt 500 ans, on n'a pas l'excuse de dire « on ne connaît pas les immigrants ». Nous sommes nous-mêmes des immigrants de par l'Europe, de par les continents. Donc, on a vraiment un exercice critique à faire, ne pas avoir une vision angélique où on accepte tout le monde sans discernement, mais au contraire, de prendre le temps d'analyser chaque demande et se dire, quand on le voit de la Lune, on voit la Terre, elle est belle, elle n'a pas de frontières, et il y a des frontières invisibles que parfois on s'amuse à placer. Alors, c'est un petit peu pour ça que votre livre a été écrit, le livret « Brisons les mythes sur les personnes migrantes, immigrantes », et on peut l'obtenir auprès des organismes qui travaillent auprès justement des personnes réfugiés, mais aussi le grand public a besoin de savoir que la société d'accueil a le droit de se poser des questions, mais en même temps de s'informer. Et nous, ce qu'on encouragera, ça serait bien sûr que les États peuvent choisir, peuvent façonner leur système comme ils veulent, mais on veut que ce soit un système avec les droits humains au cœur, qui respecte les droits et la dignité de chacun. Je vous remercie infiniment, Marisa Berry-Mendez, et puis merci pour la contribution que vous avez faite à Amnesty International. Je vous en prie et merci beaucoup pour l'invitation et l'intérêt. Au revoir.